Salut, je suis Toinon, CEO et cofondateur de Wallaxy. Aujourd'hui, on est dans nos bureaux pour vous présenter une masterclass inédite. Dans cette masterclass, on va vous montrer comment on a construit un funnel de conversion qui nous a amené à 10 millions de revenus annuels. Dans un premier temps, Cola va vous présenter comment on transforme n'importe quel visiteur sur son site en un prospect qualifié grâce au nurturing de contenu. Et ensuite, Pauline et Margot vous présenteront comment on transforme ce prospect qualifié en un client heureux grâce à l'expérience client et l'optimisation des parcours de paiement. C'est un contenu exclusif, c'est un contenu inédit, ça vaut 10 millions d'RR, alors profitez bien. Salut! Bonjour, je m'appelle Cola et je suis gros hacker chez Wallaxy. Mon job, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui se rend sur notre blog devienne client chez nous. Pour ceci, il y a tout un tas d'étapes qui constituent le tunnel de conversion et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La première étape, quand quelqu'un nous découvre, c'est qu'il se rend sur notre blog. Il fait une recherche dans Google, il a un problème et un de nos articles répond à sa problématique. Donc ça c'est super, mais le problème c'est que lui, il est là pour trouver une solution à son problème. Nous, il va falloir qu'on trouve un moyen de lui donner encore plus d'informations, de lui permettre d'aller encore plus loin. Pour ceci, il y a une technique qui est assez simple, ça s'appelle utiliser un lead magnet. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est un contenu premium qu'on va offrir gratuitement à la personne et qui va lui permettre d'être encore plus formé sur un sujet qui l'intéresse. Alors, concrètement, comment ça se passe et qu'est-ce que nous, chez Wallaxy, on a fait pour que ça fonctionne? En fait, quand la personne va arriver sur votre blog, il va falloir déjà lui proposer votre lead magnet. Nous, on a testé 4 manières de proposer un lead magnet et on en a certaines qui ont mieux marché que d'autres. La première manière, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un pop-up. Donc la personne est en train de lire son article et au cours de son article, nous on a choisi au bout de 50% de l'article pour être sûr que le sujet intéresse la personne, on va avoir un pop-up qui va apparaître et qui va proposer le contenu gratuit qu'on veut proposer à la personne. On a un pop-up qui apparaît et qui va dire voilà, on a un e-book qui permet d'avoir les 7 messages de prospection les plus efficaces. Si ça t'intéresse, tu as juste à nous donner ton prénom et ton adresse email et tu vas pouvoir obtenir ton accès. Une deuxième façon de faire en sorte qu'une personne télécharge un lead magnet sur un blog, ça va être de mettre un formulaire à la fin de l'article. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'une personne qui a lu un article jusqu'au bout, on sait qu'elle est intéressée par le sujet. Et donc, c'est généralement à ce moment-là qu'elle a envie d'aller plus loin, mais qu'elle ne sait pas vraiment comment le faire. Donc, on va, encore une fois, sur le même principe, proposer du coup cet e-book, demander juste un prénom et un email, et proposer à la personne du coup de télécharger cet e-book. On a testé 2 autres méthodes aussi. Donc, la troisième méthode, ça va être sur la landing page du blog, sur la page d'accueil. La personne va se balader sur la landing page où on va proposer les différents contenus qu'on a rédigés. Et la personne va pouvoir, du coup, à partir de la page d'accueil, télécharger le lead magnet. Et enfin, la dernière solution qu'on a testée, ça va être de proposer directement dans la barre de navigation du site, dans le header, un lien pour télécharger le e-book. Nous, on a testé ces 4 méthodes. Et il y a 2 techniques qui ont donné de bien meilleurs résultats. Premièrement, celle qui marche le mieux, c'est le pop-up. En fait, on fait un pop-up qui apparaît en pleine page de l'écran et pour nous, ça représente 82% des téléchargements. Donc, c'est vraiment la technique qui fonctionne le mieux. La deuxième qu'on utilise et qui fonctionne le mieux, c'est le formulaire en fin d'article. Et ce formulaire, du coup, il représente à peu près 16 à 17% des téléchargements. Les autres moyens qu'on utilise, on les garde quand même, mais ils ont des taux qui sont relativement plus faibles. On va dire que les 2 plus importants, c'est donc le pop-up et le formulaire en fin d'article. Quelques petits hacks pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. En fait, il y a différentes manières de faire un pop-up. Au début, ce qu'on avait fait, c'était juste un petit pop-up qui apparaissait au milieu de l'écran et qui proposait de télécharger le e-book. Malheureusement, on avait des taux de conversion qui n'étaient pas excellents. Et en fait, on a trouvé que quand on fait apparaître le pop-up en plein écran, directement, les personnes ont beaucoup plus d'attention à donner au pop-up parce qu'ils sont obligés d'analyser un petit peu la page pour comprendre ce que c'est. Et du coup, on a des taux de conversion qui sont plus importants. Une deuxième technique pour améliorer votre pop-up, ça va être de ne pas y mettre de croix, mais de mettre un bouton « Non, ça ne m'intéresse pas ». En fait, le problème du pop-up, c'est qu'on l'a beaucoup associé à du spam, à des publicités. Et du coup, la plupart des gens ont le réflexe, quand ils voient un pop-up, de le fermer automatiquement et de même pas lire le contenu qu'on propose.
Pour essayer du coup d'éviter que la personne ait ce comportement, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la croix et on va mettre 2 boutons. Oui, ça m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. Et donc la personne est obligée de lire le contenu pour un peu trouver le bouton pour fermer et du coup est obligée de comprendre ce qu'on a à lui proposer. Et t'as beaucoup de gens en fait qui vont se dire ah, bah en fait heureusement que j'ai lu parce que si j'avais pas lu, bah j'aurais probablement fermé automatiquement. Et t'as beaucoup de gens qui du coup au final téléchargent ce e-book gratuitement alors que de base bah, ils ne l'auraient pas fait. Enfin, il y a un dernier hack qui permet d'améliorer la conversion quand on veut proposer un e-book sur son blog, ça va être de proposer un visuel. En fait, quand on propose un e-book, on propose un contenu qui n'est pas physique. On ne propose pas quelque chose que la personne va pouvoir toucher. Et donc, c'est compliqué pour la personne de se projeter et de vraiment comprendre ce qu'elle va recevoir. Pour essayer de donner un côté plus réel au contenu qu'on va proposer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un visuel qui va donner l'impression que, en fait, cet e-book, il est physique. On va utiliser un mock-up de livre qu'on peut trouver gratuitement sur Google. Ça donne l'impression que ce livre qu'on va recevoir, c'est un vrai livre et ça augmente la valeur perçue que va avoir le e-book. Très bien. Maintenant, on sait comment faire en sorte qu'une personne qui arrive sur votre blog télécharge ce e-book. Mais la vraie question, c'est comment faire en sorte qu'on ait un e-book qui intéresse la personne. En fait, c'est assez simple. Pour faire un e-book qui va intéresser la personne, qui va se rendre sur votre blog, il y a une technique à prendre, c'est tout simplement de prendre les problématiques que rencontre votre prospect et d'essayer d'y répondre. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller parler à vos prospects, demandez-leur quelles sont leurs problématiques, listez-les et priorisez-les. Vous prenez la plus importante de toutes et vous faites un contenu qui y répond de manière précise et détaillée. En fait, de cette manière, vous vous assurez de construire quelque chose qui intéresse vos visiteurs et qui répond à une vraie problématique. Parce que le risque, c'est d'essayer de construire un petit peu dans son coin un e-book en se disant « ouais, ça, je pense que ça intéresse, etc. » Alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Il n'y a que vous qui êtes intéressé par votre contenu. Donc, pour être sûr de créer quelque chose qui intéresse vos visiteurs, il faut absolument que vous ayez leur parler et que vous leur demandiez quelles sont leurs plus grosses problématiques. Nous, concrètement, comment ça se passe chez Wallaxy ? On est du coup allé parler à nos utilisateurs. La problématique principale qui est ressortie, c'est que c'est compliqué pour eux d'obtenir des réponses dans leur campagne de prospection. Pourquoi c'est compliqué d'obtenir des réponses ? Parce que dans la plupart des cas, dans 90% des cas, leurs messages de prospection ne sont pas qualitatifs. En fait, quand on a des messages qui ne sont pas qualitatifs, où on va juste envoyer un message de type « Salut, je m'appelle machin, je vends truc, achète », en fait, tout le monde s'en fout. Personne n'a envie d'acheter quelque chose quand c'est présenté de telle manière. Du coup, pour faire de la bonne prospection, il faut savoir envoyer le bon message et c'est quelque chose qui est une partie assez technique quand on s'y connaît pas vraiment. Du coup, nous, ce qu'on a eu comme idée, c'était qu'on allait proposer 7 exemples de messages bien rédigés qui donnent des résultats pour que les personnes puissent comprendre comment obtenir des résultats et du coup qu'elles puissent résoudre leurs problématiques. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé du coup ce e-book qui vient présenter ces 7 messages avec les résultats obtenus et de cette manière, on est sûr qu'on a quelque chose qui intéresse notre audience. Enfin, un petit hack pour faire augmenter la valeur perçue d'un e-book, ça va être de lui créer un visuel qualitatif. En fait, vous allez avoir un e-book avec du contenu intéressant, mais la forme est pratiquement aussi intéressante que le fond. Si vous avez un contenu très qualitatif, mais qui est rédigé sur une feuille A4 en noir sur blanc, la valeur qu'on va lui accorder va être beaucoup plus faible que ce qu'elle est réellement. Parce qu'on a l'impression que c'est juste un document écrit sur Word vite fait, mais qu'il n'y a pas vraiment de valeur derrière. Le meilleur moyen de faire un e-book qui est plus qualitatif et qui va avoir une valeur perçue qui est plus importante, ça va être de lui créer un visuel qualitatif qui est en accord avec la charte graphique que vous avez sur le blog. Comme ça, il y a un côté où tout est homogène et on comprend que, oui, c'est le e-book de Wallaxy, c'est aussi qualitatif que ce que je vais retrouver sur le blog. Et du coup, je fais confiance parce que d'une certaine manière, je connais cette charte graphique et c'est beau, le contenu a l'air intéressant et donc j'ai une confiance à donner qui est beaucoup plus importante. Bien, désormais, on a réussi à faire télécharger notre e-book par la personne sur le blog et on a également compris comment créer un e-book qui va intéresser notre cible et dont la valeur va être perçue à sa juste valeur. Le problème, c'est que ça ne suffit pas.
Si j'ai juste envoyé un e-book à ma cible et qu'elle l'a lu et qu'elle s'est dit « Ok, c'est intéressant », bah si je fais rien derrière, la personne va juste se dire « Ok, c'était cool, maintenant je ferme et je continue à faire ma vie ». Il faut trouver un moyen de continuer à rester dans sa tête. Pour ceci, il y a une technique qui est super efficace et qui s'appelle faire du lead nurturing. Le lead nurturing, donc en bon français on pourrait appeler ça nourrir le lead, ça va être d'envoyer une série d'emails marketing à la personne avec pour but de continuer à l'éduquer sur les sujets qui sont importants pour elle. Comme on en a parlé précédemment, on est allé à un moment parler à nos utilisateurs pour comprendre quelles étaient leurs plus grosses problématiques. On en a donc déduit une liste et avec la première problématique, on a créé un e-book qui répond à sa problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec les autres problématiques que nos prospects nous ont retournées, on va créer un email qui répond à chacune des problématiques qui a été abordée par les différents prospects qu'on est allé contacter. Ce qu'on va faire, c'est que dans le mail où on a envoyé le e-book, on va prévenir la personne qu'on va lui envoyer d'autres mails par la suite pour continuer à l'éduquer sur le sujet de la prospection. Donc, je parle du sujet de la prospection parce que ça correspond à Wallaxy. Après, à chacun de l'adapter au sujet qui lui correspond. Ce qu'on va faire, c'est que le premier mail qu'on va envoyer, on va lui dire « Salut, prénom, t'as voulu télécharger notre e-book, super idée, le voici. » Mais le problème, c'est que dans cet e-book qu'on t'envoie, il n'y a pas tous les éléments qui vont te permettre de réussir ta prospection. Du coup, ce qu'on t'a préparé, c'est un mini-cours gratuit de 6 emails qui vont t'apprendre toutes les techniques pour être un pro de la prospection et réussir à obtenir des réponses, à générer des leads et donc à générer du chiffre d'affaires. On prévient la personne qu'elle va continuer à recevoir des mails de notre part et donc on ne va pas paraître pour des spammers, mais plus comme des personnes qui veulent gratuitement continuer à éduquer la personne et donc juste proposer de la valeur gratuitement. Et donc, quand on voit les choses comme ça, on a beaucoup plus envie de lire ces emails parce que on nous donne de la valeur gratuitement, nous on est content. Voilà. Donc, une fois que notre prospect a téléchargé notre e-book, il passe de prospect froid, donc prospect qui ne nous connaît pas, à prospect tiède. Donc, il nous connaît, il a lu notre e-book, il a donc compris que Wallaxy avait de la valeur à lui apporter. Maintenant, il est déjà plus susceptible de consommer nos autres contenus parce qu'il a compris que notre premier contenu était qualitatif et donc c'est un peu ce concept de première impression. Ma première impression était bonne avec Wallaxy, donc le reste de leur contenu doit être bon aussi. Il y a 2 bénéfices à faire du lead nurturing et à envoyer des emails pour continuer d'éduquer la personne. Le premier bénéfice, ça va être que tout simplement, plus notre prospect est éduqué, plus il a de chances de comprendre la valeur que peut lui apporter Wallaxy. Nous, ce qu'on fait, c'est de la prospection automatisée. Donc, c'est faire en sorte que nos campagnes de prospection soient scalables et qu'elles apportent des résultats pour que nos clients puissent avoir eux-mêmes des clients et générer du chiffre d'affaires. Et donc, plus ils sont compétents en termes de prospection, plus ils ont de chances d'obtenir des résultats et donc de voir la valeur du produit Wallaxy. Plus on est constamment présent dans la vie du prospect et que ce soit dans ses recherches Google ou dans ses emails, plus on va commencer en fait à construire une relation avec lui. Et c'est ça le côté le plus important quand on fait du lead nurturing, c'est pas juste d'envoyer des emails pour essayer de vendre un produit, parce que ça, c'est ce que font 90% des boîtes, et spoiler alerte, ça ne marche pas, parce qu'on en a marre de lire des emails où juste on nous dit achète ci, regarde, on fait une promotion sur ça en ce moment, machin. En fait, non, on s'en fout. Moi, les seuls emails que j'ai envie de consommer, c'est les emails où on m'apporte de la valeur. Concrètement, comment on va faire pour envoyer ces emails et qu'ils soient lus par la personne ? Le truc, c'est qu'on ne peut pas créer des emails qui soient extrêmement longs où on va expliquer tous les secrets qu'on veut apprendre sur la prospection. Par exemple, moi j'ai un email que j'envoie qui va être comment créer un profil LinkedIn qui convertit. Faire un email qui explique tous les points à connaître pour créer un profil LinkedIn qui convertit, c'est vachement compliqué. Ça va être un email qui va être super long, ça va finir par être imbuvable et personne ne va le consommer en entier. Du coup, ce qu'on fait, c'est que dans nos emails, on va juste expliquer pourquoi le sujet est intéressant, pourquoi le sujet, il faut que la personne le connaisse, et on va faire un lien vers un de nos articles de blog qui, lui, explique beaucoup plus en détail ce que la personne a besoin de savoir. Du coup, plus concrètement, je fais un email où je dis « Salut first name ». Savais-tu que la prospection, c'est très bien, mais que pour qu'elle fonctionne sur LinkedIn, il faut avoir un profil LinkedIn optimisé.
Et du coup, si tu as envie d'en savoir plus à ce sujet-là, on a créé un article qui explique tous les détails. Du coup, tu as juste à cliquer sur ce bouton et tu vas apprendre comment faire un super profil LinkedIn. Pour faire du lead nurturing qui fonctionne, il y a des petites techniques à connaître. En fait, nous, on a testé pas mal de choses et on a découvert qu'il y avait des petits hacks, des petites techniques de SEO à connaître qui permettent d'augmenter drastiquement les résultats qu'on va obtenir. La première chose, ça va être de ne pas chercher à vendre un produit, mais à créer une relation. En fait, on passe d'une ère où les entreprises font de l'emailing transactionnel à une ère où les entreprises qui réussissent sont celles qui font de l'emailing relationnel. On n'a plus envie de recevoir des emails où on se fait spammer de produits et où on nous demande juste d'acheter des produits. Ce qu'on a besoin, c'est des emails où on cherche à créer une relation avec nous, où on nous parle comme si on était un petit peu nos potes, ou je sais pas, j'ai envie de me sentir attaché aux marques qui m'envoient des emails. Je le remarque, moi, les seuls emails que j'ouvre, c'est les emails où j'ai l'impression qu'on s'adresse réellement à moi et où j'ai l'impression que la marque tient vraiment à moi. Pour ce faire, il y a une petite technique qui est assez basique, ça va être de ne pas envoyer l'email avec l'entreprise, mais d'envoyer l'email avec une personne de l'entreprise. Nous, les personnes qui reçoivent le lead magnet, elles ne le reçoivent pas de la part de Wallaxy. Elles reçoivent l'email de la part de Margot de Wallaxy, avec la photo de Margot et tout un contenu qui est humanisé. En fait, à partir du moment où le contenu qu'on envoie est humanisé, on a l'impression que quelqu'un cherche à créer une relation avec nous et du coup, on s'attache à la personne et du coup, on a un biais qui fait qu'on a plus de confiance à accorder à cette personne. Du coup, voilà, première technique, c'est de ne pas envoyer les emails avec l'entreprise, mais d'envoyer les emails avec une personne de l'entreprise. Un second hack qui fonctionne très bien pour faire en sorte que les personnes lisent tous les emails que vous allez leur envoyer, ça va être de jouer sur l'effet liste. L'effet liste, c'est simplement, dans l'objet des emails que vous allez envoyer, de mettre, par exemple, 1 sur 6 dans le premier mail. Dans le deuxième mail, 2 sur 6. Et en fait, de cette manière, on va avoir un côté où tous les emails font partie d'une liste, du coup, logiquement. Et donc, on a envie de lire tous les emails qui constituent cette liste. Parce que ces emails qu'on envoie, c'est un peu comme une mini-formation à la prospection. Du coup, quand je reçois le deuxième email, oui, j'ai déjà lu le 1 sur 6. Du coup, le 2 sur 6, c'est un peu la suite de ce que j'ai commencé à lire. Troisième hack qui est important quand on fait du lead nurturing, ça va être de prévenir la personne qu'elle va recevoir nos emails. En fait, on ne peut pas simplement envoyer un email où on va envoyer notre e-book et ensuite continuer d'envoyer des emails comme ça sans prévenir. Parce que la personne va se dire « Oh, moi j'avais signé pour juste recevoir mon e-book et en fait vous commencez à m'envoyer des mails. Moi j'avais pas prévu ça en fait. Et donc je vais passer ça en spam et je vais pas lire et du coup ça ne fonctionne pas. Du coup pour éviter ça, ce qu'on va faire c'est que dans le premier mail qu'on envoie où du coup on se présente, où on envoie le e-book, tout ça, en fait on va prévenir que ce mail où on envoie cet e-book n'est que le premier d'une série qui constitue la formation à la prospection. Je reçois le premier mail 1 sur 6, et je savais que j'allais le recevoir parce que dans mon premier mail, on me l'a dit, on m'a prévenu et je sais que je vais recevoir de la valeur dans ces emails. C'est pas simplement des emails de vente où Wallaxy me fait sa petite com. Non, c'est des emails qui vont me former à la prospection. On m'a prévenu, je le reçois. Ah, oui, je reçois cet email. Du coup, je suis beaucoup plus susceptible de l'ouvrir et de consommer le contenu qu'on envoie. Quatrième technique pour des emails de lead nurturing qui fonctionnent mieux, ça va être dans chaque email de le finir par un petit bloc de texte qui contient toujours les mêmes informations. Nous, on est sur du SaaS, on est sur un logiciel et donc le but, c'est que les personnes qui ne nous connaissent pas téléchargent le logiciel Wallaxy. Du coup, à la fin de chaque email, je mets un petit bout de texte qui explique si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger Wallaxy gratuitement à telle adresse. En fait, en fonctionnant de cette manière-là, on réduit les frictions au téléchargement de Wallaxy. Si je ne mets pas un lien qui permet de télécharger facilement, ça veut dire que la personne qui est intéressée doit ouvrir une nouvelle fenêtre de son navigateur, rechercher Wallaxy, aller télécharger. Ça lui rajoute beaucoup d'étapes et donc ça rajoute de la friction au téléchargement de notre logiciel. Nous, notre but, c'est que ces frictions soient réduites au maximum. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien à la fin de chaque email qui dit « Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger Wallaxy rien qu'en cliquant sur ce lien. » Et du coup, je vais cliquer sur mon lien, j'arrive sur la page du Chrome Store qui permet de télécharger Wallaxy, et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de procéder au téléchargement.
Cinquième technique pour des emails de lead nurturing qui fonctionnent mieux, ça va être d'envoyer un email optionnel en cas de non-ouverture du premier mail. En fait, c'est assez étonnant, on s'en est rendu compte quand on l'a mis en place, alors que pour moi, ça ne devrait pas arriver. Mais il y a beaucoup de gens qui laissent leur email pour recevoir le e-book, mais qui derrière, en fait, n'ouvrent même pas l'email où on leur envoie. Et du coup, en fait, c'est bizarre. Tu as reçu un email qui contient le e-book que tu as demandé, mais tu n'ouvres pas cet email. Donc, pourquoi, en fait, tu as essayé de convertir? Et donc, en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent arriver. Par exemple, la personne n'a pas ouvert le mail parce qu'elle s'est dit « je vais l'ouvrir plus tard quand j'aurai le temps », ou alors c'est arrivé dans les spams. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une personne qui a laissé son email n'ouvre pas l'email qui contient le e-book qu'elle a demandé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite automatisation qui fait que si la personne n'a pas ouvert le premier mail, on envoie un deuxième mail qui dit « Hey, qu'est-ce qui se passe ? On t'a envoyé ton e-book que tu avais demandé, mais tu n'as pas ouvert le mail. Sans doute une erreur. Tiens, je te renvoie le e-book que tu as demandé, comme ça tu es sûr de ne pas passer à côté de la valeur qu'on veut t'envoyer. » Et en fait, on s'est rendu compte que tu as quand même 25% des gens qui ouvrent ce second mail alors qu'ils n'ont pas ouvert le premier. Et donc ça nous permet de récupérer pas mal de personnes qui étaient sorties malencontreusement de notre tunnel de conversion. Et du coup, d'avoir plus de conversion derrière. Une sixième petite technique, c'est d'optimiser le rythme à laquelle on va envoyer les emails à la personne. En fait, si vous envoyez des emails toutes les 2 semaines, la personne vous a oublié et donc elle va arrêter d'ouvrir vos emails. Inversement, si vous envoyez des emails tous les jours, ça va devenir vite assez relou. Moi, j'en ai marre de me faire envoyer des emails tous les jours, j'en reçois déjà pas mal, j'ai pas envie de me faire spammer en fait. Du coup, il faut arriver à trouver le rythme qui correspond le mieux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un email tous les 2 à 3 jours pour être sûr de rester dans la tête de la personne sans vraiment être trop intrusif et lui envoyer des emails tous les jours. Du coup, ce que je conseille, ça va être d'envoyer 2 emails à 2 jours d'intervalle, attendre 3 jours, renvoyer 2 emails à 2 jours d'intervalle, attendre 3 jours, 2 emails. Et en fait, quand on alterne entre cette occurrence d'envoi d'emails de 2 jours, puis 3 jours, puis 2 jours, puis 3 jours, on a ce côté, c'est pas régulier, c'est pas tous les 2 jours, c'est un petit peu quand j'en ai besoin. Et avec ce rythme, on est sûr de ne pas lasser nos prospects tout en restant suffisamment dans leur tête pour pas qu'ils nous oublient. Dernière technique qui est absolument essentielle pour des emails qui fonctionnent, ça va être d'adapter le copywriting que vous utilisez dans vos emails à la cible à laquelle vous adressez ces emails. En fait, on a trop associé le B2B avec le côté ennuyant. On n'a pas envie que quand je lis l'email, je sois un peu c'est relou, il me parle de manière très lisse. Non, moi, c'est pas ce genre de choses qui m'intéresse. J'aime pas recevoir ce genre d'email et je n'aime pas non plus les envoyer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un copywriting qui est assez friendly. On va tutoyer la personne, on va un peu lui demander de ses nouvelles, comme par exemple en commençant l'email par « Alors, comment ça va depuis la dernière fois ?» Du coup, ça nous permet de renforcer ce côté relation qu'on envoie. C'est beaucoup plus impactant pour la personne qui le reçoit derrière parce que d'un certain côté, elle s'attache un peu à cette personne qui vient lui envoyer du contenu qualitatif tous les jours, qui également se soucie d'elle, lui demande comment elle va, lui fait des petites blagues dans ses emails. Ok, j'associe du coup le fait de recevoir un email de Wallaxy à passer un moment qui est fun et du coup j'augmente largement la probabilité que j'ouvre les prochains emails par rapport au fait d'envoyer des emails qui sont ennuyants. Dernière étape. Maintenant, on a réussi du coup à faire télécharger notre e-book à la personne, à faire en sorte que le e-book intéresse la personne qui l'a téléchargé. Et on a continué à lui envoyer de la valeur, à l'éduquer sur le sujet de la prospection. Désormais, notre prospect a évolué dans le tunnel de conversion dans lequel on l'a fait rentrer. De base, il était froid et il ne nous connaissait pas. Il a téléchargé notre e-book, il est passé à tiède. On a continué à lui envoyer du contenu pour le former et qu'il soit plus susceptible de réussir à utiliser l'outil Wallaxy et à obtenir des résultats. Et du coup, à la fin de la séquence d'emails qu'on lui envoie, il est passé de tiède à chaud. C'est-à-dire qu'il connaît la valeur que peut lui apporter Wallaxy. Il sait comment utiliser Wallaxy pour réussir à obtenir des leads. Il est donc très susceptible de convertir et d'acheter le produit. Ce qu'on va faire pour un petit peu accélérer
son choix d'acheter Wallaxy, ça va être de lui rajouter juste une petite étincelle qui va permettre de le convertir plus facilement. Ce qu'on fait, nous, c'est que dans le premier email qu'on envoie, on intègre un code promo personnalisé avec une durée de vie qui est limitée. On va lui dire, tiens, pour te remercier d'avoir téléchargé notre e-book, on a un deuxième petit cadeau pour toi, un code promo de 10% pour que tu puisses tester Wallaxy et l'avoir moins cher si tu vois la valeur qu'on peut te donner. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dernier email qu'on va envoyer à la personne, on va lui dire « Ok, t'es arrivé à la petite formation qu'on t'a faite, aux 6 emails qu'on voulait t'envoyer. Le petit code promo qu'on t'avait envoyé dans le premier email, lui aussi, il arrive à sa fin. En fait, actuellement, il te reste 24 heures pour l'utiliser. Après, il sera plus utilisable. Et du coup, si tu veux l'utiliser, c'est maintenant. » Ça s'appelle faire du FOMO, donc Fear of Missing Out, qui veut dire en anglais la peur de passer à côté de quelque chose. Le FOMO, c'est une technique qui est très puissante, qui est utilisée chaque année par les marques, par exemple au Black Friday, en faisant des promos très importantes juste pendant 24 heures, parce qu'on a ce côté, je connais l'outil, j'ai consommé le contenu avec le e-book, j'ai consommé le contenu avec les articles de blog qu'on m'a envoyés par email. Maintenant, je sais que cet outil va m'être utile et en plus, j'ai un petit code promo qu'ils m'ont offert pour utiliser l'outil. Du coup, j'ai toutes les raisons de vouloir acheter le produit et si je veux l'acheter plus tard, j'aurai plus de code promo qu'ils m'ont envoyé de 10%. Du coup, vu que je sais que le produit va m'apporter quelque chose, autant que je l'achète tout de suite. Et on a beaucoup de gens, du coup, qui achètent le produit Wallaxy à la fin de la séquence email, quand on arrive dans les dernières 24 heures pendant lesquelles ils peuvent utiliser leur code promo. Et du coup, c'est cette petite étincelle qui va permettre de convertir un petit peu plus de gens et donc d'avoir une séquence de lead nurturing qui fonctionne mieux. Un petit hack pour faire en sorte que ce code promo fonctionne mieux, ça va être, encore une fois, de limiter les frictions à son utilisation. Si vous avez un code promo, mais que la personne doit ouvrir une fenêtre de son navigateur, ouvrir Wallaxy, aller chercher la page dans laquelle elle peut convertir, les étapes pour la faire convertir sont importantes et il y a beaucoup de friction du coup à la conversion de la personne. Encore une fois, à la fin de chaque email, vous allez rajouter avec le petit lien pour télécharger votre outil, un petit lien vers la page qui permet donc d'acheter le produit. Ça va être par exemple une petite phrase qui dit « Dès que tu te sens prêt, tu peux passer à la version premium de Wallaxy en utilisant le code promo, entre parenthèses code promo, que l'on t'a envoyé. Et pour ceci, tu as juste à cliquer sur le lien juste ici. Et donc la personne va cliquer sur le lien, elle arrive sur la page où elle peut convertir et elle a son code promo qu'on lui a rappelé juste avant, qu'elle peut juste copier-coller. Et donc les frictions qu'elle a à la conversion sont minimisées et donc on augmente le nombre de personnes qui achètent le produit. Très bien. Petite synthèse pour se rappeler tout ce qu'on a vu. Pour faire en sorte qu'une personne télécharge un e-book que vous avez sur votre blog, il y a 2 techniques à prioriser. Premièrement, le pop-up en plein écran qui fonctionne très très bien pour faire télécharger un e-book. Et deuxième technique, un petit formulaire à la fin de chaque article qui permet de télécharger le e-book en laissant simplement son prénom et son email. Pour essayer de la faire passer de prospect tiède à prospect chaud, il va falloir faire des choses comme par exemple s'assurer que le contenu qu'on lui envoie va être de qualité. On va devoir lui envoyer des emails pour continuer à le former sur le sujet en question. On prévient du coup dans ce premier email que on va envoyer des emails par la suite pour éviter de passer pour des spammers. Enfin, dernière partie, ça va être de créer un petit code promo avec une durée d'utilisation limitée pour jouer sur le FOMO et faire en sorte que les personnes convertissent plus facilement à la fin de la séquence des emails. Le but, c'est que la durée de validité du code promo soit égale à la durée pendant laquelle vous envoyez les emails. De cette manière, vous pouvez faire un dernier email qui dit ça y est, j'ai fini de t'apprendre tout ce dont tu avais besoin. Maintenant, le code promo que je t'ai envoyé, lui aussi, touche au but. Si tu veux convertir, c'est maintenant ou jamais. Très bien. Vous connaissez désormais toutes les techniques et étapes pour faire passer un visiteur de votre blog qui ne vous connaît pas à un client.
Et une fois du coup que cette personne qui a visité votre blog, qui vous a connu grâce à vos contenus, qui désormais vous fait confiance et qui a acheté votre produit, maintenant le but ça va être que cette personne, quand elle utilise votre application, elle se rende compte que vous ne lui avez pas menti, que votre produit il est qualitatif et ceci, ça passe par une expérience utilisateur qui est optimisée. Et pour parler de ça, je vais laisser la place du coup à Pauline et Margot qui sont les expertes de ce sujet. Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass et on se dit à très bientôt pour plus de contenu sur la prospection. Salut, c'est Pauline et Margot. Cola vient de vous expliquer comment convertir vos prospects en clients et nous on est ici pour vous parler de l'enjeu du design. Le constat, c'est quoi ? C'est le temps de décision de l'utilisateur, il augmente en même temps que la complexité de votre interface. Donc nous, notre rôle en tant que UX UI designer, ça va être de diminuer cette charge cognitive qu'ont les utilisateurs en leur offrant une interface personnalisée et assez claire, assez limpide quoi. La charge cognitive de l'utilisateur, ça va être ce sentiment qu'il a quand il arrive sur une page et qu'il y a trop ou pas assez d'informations. Sa charge cognitive, elle peut être brouillée par un apport d'informations un peu trop élevé. Plus il va y avoir d'informations, plus la charge cognitive de ton utilisateur va être élevée. Et à ce stade, si on a un site magnifique mais qui n'est pas fonctionnel, dans tous les cas, les utilisateurs ils vont pas rester dessus. Ce qui est très important également, ça va être la hiérarchie visuelle. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est comment on place nos éléments pour guider la lecture de l'utilisateur. Généralement, quand on arrive sur un site, on voit bien le titre, le sous-titre, avec 1 voire 2 boutons. Et en fait, c'est grâce à ça, grâce à la taille des éléments, à leur couleur ou à leur comportement, qu'on va réussir à faire passer le message qu'on veut. Je vais vous parler de l'effet Bruce Lee. Ça vient d'un certain Quentin Kouzman, un designer sur LinkedIn. Allez le suivre, franchement, il est super intéressant. L'idée de cet effet, en fait, ça va être d'intensifier une information, qu'elle devienne vraiment très percutante. Par exemple, le produit est fait en France, rajoute un drapeau français. Le bouton pour aller acheter plus de crédit, on met l'icône le plus beau qu'on a dans notre panier. En fait, voilà, c'est ça. On veut rendre l'action percutante, visible. Tout ce qui est gros, coloré ou isolé aura plus d'importance que le reste. Et l'œil de l'utilisateur va vraiment tomber sur cette information plus rapidement. Ensuite, au-delà de la hiérarchie visuelle, on va avoir besoin de CTA clair et visible. Le poids des mots est très important. Donc nous, on appelle ça de l'UX writing. C'est pas du tout du copywriting. On va pas écrire des posts LinkedIn ou des textes marketing. On va écrire des textes d'interface. Le but, c'est d'être clair, concis, utile et parler à l'utilisateur. Les mots que tu choisis dans tes appels à l'action, comme ça s'appelle, ça va être de l'action. Au lieu de demander à ton utilisateur s'il a envie d'aller voir les prix, tu peux lui proposer de passer au plan supérieur. J'ai une petite checklist que je vais vous partager, quand j'essaye de trouver les bons mots dans mes interfaces. On a besoin d'être clair et concis, donc on dit ce qui va se passer en utilisant le moins de mots possible. Ensuite, on va essayer d'être utile, qu'ils ne servent pas à rien. Ensuite, le ton de la marque, donc comment Wallaxy va parler à ses utilisateurs. Ensuite, on a la cohérence qui est très importante. Par exemple, on ne va pas intervertir le bouton suivant et retour d'une page à l'autre, ce serait un peu débile. Et justement, cette cohérence va nous permettre de réduire la charge cognitive de l'utilisateur. Le plus gros exemple, c'est le bouton suivant sur les formulaires. On clique sur suivant dès qu'on a fini une question et à la fin, c'est terminé. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à dire à l'utilisateur que l'action va être différente que la précédente, en changeant de terme. Et enfin, on va essayer de pas contrarier l'utilisateur, en fait. On va éviter les négations. Je pense que l'exemple qui vient le plus vite à l'esprit, ça va être la petite case à cocher quand tu crées ton compte et que t'as pas envie de recevoir les mails promotionnels de je sais pas qui. En fait, il y a pas mal de marques, pas mal d'interfaces qui essayent de shamer l'utilisateur à ce moment-là. Et c'est quand même une assez mauvaise pratique. Par exemple, un simple message avec écrit « Je souhaite ne pas être informé » ou alors « Je préfère rester dans l'ignorance », les trucs comme ça, c'est non. C'est non. Certains choix peuvent compromettre l'expérience utilisateur de l'interface. Je mettrai en premier le manque de feedback. Il n'y a rien de pire que d'appuyer sur un bouton et que il se passe rien.
Franchement, je pense que c'est un des pires trucs qui peut arriver quand on est sur une interface. C'est dans ces cas-là que ça donne lieu à des rage clics. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est, non. Et bien en fait, tu rages sur l'interface et après tu quittes quoi. Et puis ensuite, vouloir donner trop d'infos à ton utilisateur ou trop de valeur sans penser à ses besoins, ça c'est une énorme erreur. Ton utilisateur, il vient sur ton interface parce qu'il a un besoin, parce qu'il a besoin de faire quelque chose. Et si tu commences à le noyer sous plein d'informations et plein de fonctionnalités dont il n'a pas besoin, en fait, ça va complexifier ton interface et tu risques de le perdre. Pour éviter ça, du coup, ce qu'on veut, ça va être de structurer l'information pour aller vraiment droit au but et qu'on soit clair. Et favoriser la clarté et l'efficacité de ton interface en enlevant tous les éléments superflus. Il y a un véritable enjeu à miser sur le design dans la conception et la réflexion de vos produits. Et malheureusement, il y a trop de boîtes qui oublient le design et qui le laissent de côté. Pour le coup, Wallaxy avait vraiment compris cet enjeu et on l'a vraiment utilisé à notre avantage. En fait, on est arrivé sur un marché où tous nos concurrents n'avaient pas du tout pris en compte l'aspect design et c'était vraiment focus sur les features, sur les fonctionnalités pour répondre aux besoins. Mais du coup, ils s'adressaient uniquement à des personnes qui avaient l'habitude des outils d'automatisation et du coup, ils n'ont pas du tout simplifier leur interface. Et en fait, c'est là-dessus qu'on est arrivé et qu'on a pu se démarquer avec Wallaxy en misant vraiment sur une interface qui était simple, qui était sexy et en fait qui pouvait être accessible aux personnes qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser des outils digitaux, des CRM ou des outils d'automatisation. Et ça nous a vraiment permis de nous démarquer. Et une des clés pour bien réussir votre réflexion dans le design, ça va être de bien définir votre cible. Ça, on le répétera jamais assez, bien définir votre cible, c'est la base. Parce qu'en design, on conçoit, mais on ne conçoit pas pour concevoir. On conçoit pour quelqu'un derrière. Et savoir qui est ce quelqu'un derrière, ça va être vraiment un élément déterminant de toute la conception qui va suivre. C'est un peu comme si tu parlais anglais à quelqu'un qui parle espagnol. T'auras beau lui dire les plus belles choses au monde, si tu ne parles pas sa langue, il ne te comprendra jamais. C'est exactement pareil en design. On ne va pas s'adresser pareil à des hommes de 20 ans qui ont l'habitude d'utiliser des outils digitaux qu'à des personnes de 50 ans plus âgés qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils d'automatisation. Ça paraît évident, mais il y a beaucoup d'entreprises qui oublient. Il y a un piège à éviter, c'est de confondre ton user persona et ton buyer persona. Ton user persona, comme son nom l'indique, c'est celui qui va utiliser ton outil ou ton service. Ton buyer persona, c'est celui qui va l'acheter. Alors souvent, ça va être la même personne, mais dans certains secteurs, certains outils, ces deux personnes-là vont être différentes. Et donc, c'est important de les cibler différemment et à différents moments du parcours. Par exemple, ça se retrouve beaucoup dans le secteur des jouets pour enfants. Qui est-ce qui va utiliser le jouet? Ça va être l'enfant, mais qui est-ce qui va l'acheter? C'est le parent. Donc, il y a vraiment un enjeu à créer le produit, à concevoir le produit pour que l'enfant puisse interagir avec, mais à le marketer de sorte à ce que ce soit le parent qui ait envie de l'acheter. Un autre exemple dans le domaine de la tech, ça va être le site growth.design, qui est un site de formation en ligne. Et ils ont très bien compris que la formation, potentiellement, c'est un employé qui va vouloir la faire, mais que c'est son patron ou son N+1 qui va procéder à l'achat. Et donc, quand tu checkes leur formation, ils ont prévu un petit message à envoyer à ton ou ta boss, justement pour le convaincre de t'acheter la formation. Et donc, c'est un très bon exemple. Ils ont très bien compris que celui qui va faire la formation, c'est l'employé. Donc, c'est à lui que tu dois bien vendre ta formation. Mais ils ont anticipé le fait que ça va être ton N+1, ton ou ta boss, qui va devoir procéder à l'achat. Et donc ça c'est très malin. Du coup, ce qu'on veut in fine, c'est que notre client achète notre produit. Et ça commence dès son arrivée sur l'application. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'onboarding. C'est tout le processus par lequel l'utilisateur va découvrir pour la première fois votre produit ou votre application. L'onboarding, c'est vraiment essentiel pour optimiser l'activation et l'adoption de votre produit par vos utilisateurs. Et pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre dans votre onboarding qui va favoriser cette adoption. Vous pouvez inviter votre utilisateur à personnaliser son espace. En fait, nous les humains, on va avoir tendance à plus estimer quelque chose si on a l'impression qu'il nous appartient, donc si on l'a personnalisé. Donc vous l'avez sûrement déjà vu dans des démarrages sur une application, on va vous demander par exemple de créer un pseudo, choisir un icône pour votre équipe, choisir la couleur de votre interface. Et toutes ces choses-là, ça va faire que vous avez l'impression que c'est un petit peu plus votre espace à vous. Et du coup, vous allez lui donner davantage de valeur. Ensuite, ça va être de demander à vos utilisateurs de se segmenter. Par exemple, avec une question, vous l'avez souvent sur pourquoi vous venez sur cette application, quel est votre objectif avec cette application. Et en fait, ça va permettre déjà aux utilisateurs eux-mêmes de se fixer un objectif et ça va leur donner envie de revenir sur votre application. Parce que ça, c'est un biais cognitif assez basique. Quand on a un objectif, on a envie de le compléter. Donc, si on s'est fixé tel objectif, on va avoir envie de revenir sur votre application pour le compléter.
Et ensuite, ça vous permet derrière de lui proposer une expérience qui est personnalisée en fonction de l'objectif qu'il a choisi. Une chose importante dans l'onboarding, ça va être de montrer progressivement les fonctionnalités de votre application à l'utilisateur. On va avoir tendance à avoir envie de lui montrer tout de suite tout ce qu'il peut faire avec notre outil, parce que regardez, notre outil il est trop génial, on a plein de fonctionnalités, donc on va avoir envie de tout lui montrer tout de suite. Et ça, c'est une erreur. Il faut vraiment lui montrer progressivement les fonctionnalités et au moment où il va pouvoir les utiliser. Pourquoi ? Il y a plusieurs intérêts à ça. En fait, déjà, cognitivement, il faut qu'il ait le temps de comprendre vos fonctionnalités et de les intégrer pour pouvoir les retenir et savoir utiliser votre outil. Pour le coup, les jeux vidéo, ils font ça très bien parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans un jeu vidéo et dans le game design, ils l'ont très bien compris. Et du coup, ils vous vont montrer très progressivement, par exemple, comment vous pouvez personnaliser votre avatar, comment accéder à votre sac à dos, comment changer d'arme. Et en fait, ça, ils vont vous le montrer progressivement et à des moments clés pour que vous puissiez comprendre et vraiment intégrer chacune de ces informations, les retenir pour pouvoir vraiment les utiliser. Donc c'est très important de montrer progressivement vos fonctionnalités pour aller au rythme de l'utilisateur. Un autre levier sur lequel vous pouvez jouer, c'est donner des récompenses. On fonctionne tous très bien aux récompenses quand on fournit un effort. Si on a une récompense derrière, on va avoir envie de fournir encore plus d'efforts. Une règle à respecter là-dedans, ça va être de donner une récompense qui est proportionnelle à l'effort fourni par votre utilisateur. On le voit beaucoup avec les e-commerce qui vont vous proposer par exemple moins 10% si vous vous inscrivez à leur newsletter, parce que on le sait que recevoir des mails, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais si derrière il y a la récompense des moins 10%, on est prêt à faire ce compromis. Un enjeu de l'onboarding, c'est de faire voir la valeur de votre produit à votre utilisateur. Pour ça, on va souvent utiliser les free trials, les versions d'essai. Souvent, dans les free trials, on va donner en fait une durée de temps où les utilisateurs peuvent utiliser l'outil gratuitement. En général, ça va être 7 jours, une semaine, un mois selon l'outil. Et ça marche plutôt bien. Mais selon le produit qu'on propose, une durée de temps, ça va pas être suffisant pour que l'utilisateur perçoive vraiment la valeur. Parce que des fois, il y a des outils où le résultat va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc pour que l'utilisateur puisse vraiment percevoir qu'il y a l'intérêt à utiliser votre outil, ça peut lui prendre plus que 7 jours. Du coup, nous, ce qu'on a proposé par exemple à Wallaxy, c'est des free trials qui ne sont pas basés sur une durée de temps, mais sur une valeur. Par exemple, vous pouvez utiliser notre outil jusqu'à ce que vous receviez 10 réponses de vos prospects. Et ça permet que du coup, l'utilisateur, il ait vraiment vu la valeur du produit avant que son free trial se termine. Et comme ça, en fait, l'utilisateur, il a eu ses 10 réponses et il voit que l'outil, il fonctionne. Donc, il est enclin à acheter un abonnement. Bon, du coup, on a bien ciblé nos utilisateurs, on leur a fait adopter le produit. Maintenant, comment est-ce qu'on les fait passer à l'achat ? Pour un parcours de paiement optimisé, je vais vous partager plusieurs tips que vous pouvez mettre en place. Déjà, dans le nombre d'options que vous allez proposer, c'est mieux de se limiter à 3 options ou 4 maximum. Sinon, ça va faire trop de choix pour votre utilisateur et trop d'efforts cognitifs. Plus on a de choix, moins on arrive à se décider. Et si vraiment vous voulez laisser la possibilité à vos utilisateurs d'avoir d'autres options de plan, vous pouvez toujours mettre un CTA, contacter notre équipe pour voir ensemble pour un plan personnalisé. Ensuite, vous avez 2 effets sur lesquels jouer qui sont assez connus. Il va y avoir l'effet de compromis. Ça consiste à mettre 2 options extrêmes au milieu de l'option que vous voulez que votre utilisateur choisisse. En fait, ça va lui donner l'impression qu'il fait un compromis entre l'option très chère et l'option pas chère, alors qu'en fait, c'est l'option que vous voulez qu'il choisisse. Ensuite, il y a l'effet de l'heure. Ça consiste à mettre une option avant votre option la plus chère qui va être un petit peu moins chère. Et en fait, ça va donner l'impression à votre utilisateur qu'il fait une super affaire en fait, parce que pour 50 centimes de plus, j'ai toutes ces fonctionnalités-là en plus. On le voit beaucoup par exemple au cinéma, quand vous achetez du popcorn, il va y avoir le petit popcorn à 3 €, le moyen popcorn à 6,50 € et le grand popcorn à 7 €. Donc nous on se dit, ah ouais, mais en fait pour 50 centimes de plus, j'ai le grand popcorn. Malin! Alors qu'en fait c'est exactement ce qu'on veut vous faire faire. Ensuite, pour épargner de la charge cognitive à votre utilisateur, vous pouvez mettre en avant une option, ce qui lui permettra un petit peu de le guider dans son choix, et lui il aura moins d'efforts à faire. Il voit, ok, ce plan-là c'est le plan qui est recommandé, ou c'est le plan le plus populaire. Ça peut paraître assez simpliste, mais c'est quelque chose qui marche vraiment. Pour épargner de la charge cognitive à votre utilisateur, vous pouvez aussi présélectionner une ou des options. Alors ça peut paraître sale, mais c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Par exemple, quand il y a des abonnements mensuels et des abonnements annuels, souvent l'abonnement annuel va être précoché parce que c'est l'abonnement qu'on a envie de pousser et que l'utilisateur, ça va lui demander un effort de changer d'option. Dans la continuité, il y a ce qu'on appelle l'ancrage des prix. On va essayer de montrer à l'utilisateur qui fait un deal en achetant notre produit. Donc pareil, ça va beaucoup se faire sur les plans annuels par rapport aux plans mensuels. On va mettre vous économisez, ce qui est un petit peu un abus de langage, mais voilà, avec le plan annuel, économisez 50%. Et ça, ça va donner l'impression à votre utilisateur qui fait une affaire en prenant votre produit. Un autre tips dans l'affichage de vos plans, ça va être de les afficher du plus cher au moins cher. Alors souvent, on a plutôt dans un ordre croissant, donc par exemple le plan gratuit, ensuite par ordre croissant les plans payants. Attention quand même à ne pas en abuser, parce que sinon on risque de tomber dans le dark pattern,
Les dark patterns, c'est une mauvaise utilisation de ces connaissances, de ces biais cognitifs, de ces biais psychologiques à des fins plutôt malhonnêtes. A l'inverse, une bonne pratique, ça va être de mettre une FAQ sur votre page de paiement. Donc FAQ pour foire aux questions. En fait, c'est vraiment le moment pour répondre à tous les points de blocage que va avoir votre utilisateur. Donc c'est hyper important à ce moment-là de vous mettre à la place de votre utilisateur et d'essayer d'anticiper tous les derniers blocages qu'il va avoir pour passer à l'achat et essayer d'y répondre donc dans la FAQ. D'une manière générale, c'est vraiment le moment pour mettre tous les éléments qui vont rassurer votre utilisateur parce qu'on est vraiment à la dernière étape. Par exemple, ça va être mettre que les méthodes de paiement sont sécurisées, mettre d'autres avis d'autres utilisateurs. Vous pouvez remettre en avant le fait que vous proposez des versions d'essai ou carrément avoir un live chat avec des personnes qui sont là pour répondre aux questions de vos utilisateurs. C'est grâce à tous ces éléments-là qu'on va réussir à créer une interface intuitive et simple pour tout le monde, tous les utilisateurs. Et vous pouvez retrouver d'autres contenus de ce type sur Supernova. Vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez aimé cette masterclass spéciale Wallaxy, un contenu inédit où on vous a partagé vraiment les coulisses de ce qu'on fait ici. Des contenus comme ça, il va y en avoir plein dans le futur, avec des choses qu'on fait ici, avec les meilleurs acteurs du système, le tout pour vous aider à grossir votre business en ligne. Donc abonnez-vous en bas et on se retrouve bientôt. Salut!